Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous. Oui, soyez bénis et extrêmement heureux. Puis merci au groupe Focus de leur contribution à l'émission également. Oui, parce que moi j'apporte ce qu'on voit pas, ce qu'on sait pas, et notre super équipe de bénévoles, évidemment, contribue avec des recherches pour faire un pont avec la réalité matière. Parlant de réalité, aujourd'hui on a un spécial magie. Oui, effectivement, je pensais pas un jour qu'on allait arriver à des vedettes de magie, mais quand même, c'est deux personnes que j'ai pas vues en spectacle, fait que ça a été intéressant un peu de connaître leur monde avec les trames sonores qu'on va vous proposer dans le courant de l'émission aujourd'hui. Ça risque d'être intéressant, mais d'aborder la magie, avais-tu des retours à faire? J'en ai plusieurs, Benoît, j'espère que tu es équipé. Oui, je suis prêt. Commençons par Patrick Choisy, OK? Cette semaine, je donnais une entrevue avec des étudiants en cinéma au cégep. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée à Patrick Choisy dans le cadre de la présentation de mon livre. Puis, elle me disait justement, comment tu fais pour localiser des âmes? Parce que c'est pas facile de les localiser parce que l'univers est infini et très, très vaste. Et dans le cas de Patrick Swayze, il est dans un autre univers. Alors, un coup tu le localises, ben la transmission peut être difficile. Alors, ça prend des guides qui le trouvent, parce que moi, je prends pas mon temps de le chercher partout sur la Terre, partout dans notre univers. Là, à un moment donné, ça prend une équipe de relais. Et puis, un coup que l'âme est localisée, ben là, il faut être capable de communiquer avec. Fait que dans le cadre de mon chapitre, on avait travaillé un genre d'espèce de casque multiboule, en tout cas une super antenne de casque. Et puis, ben, on arrivait à. Mais juste le fait de parler du casque un peu, c'est comme s'il s'est réinstallé sur ma tête, puis j'ai pu comme le capter. Et j'ai pas des bonnes nouvelles pour vous. Malheureusement, il n'est vraiment, vraiment, vraiment pas prêt pour revenir dans une incarnation terrestre. Puis là, il est même légèrement, entre guillemets, pas écœuré, mais pas loin. Fait qu'on le verra pas d'aussitôt. Puis en ce moment, il est comme frustré un peu par rapport à son expérience terrestre. Puis c'est pour ça qu'il se tient pas non plus dans ce même univers-là. Alors, tout ça pour vous dire qu'il est encore très, très, très loin puis qu'il reviendra pas. Fait que ça, c'est une petite nouvelle que j'ai pu capter avec une mise à jour en utilisant mon super gros casque que j'utilise que pour lui, finalement. Fait qu'en tout cas, je me suis dit peut-être que ça allait vous intéresser de savoir qu'il revient pas maintenant. Voilà. D'accord. Deuxième suivi, Louis Armstrong qu'on a fait dans le coin de Noël dans la saison 2. Celui-là, ça a été le retour le plus intéressant, si on peut dire, parce que il est venu me voir, puis on est tombé dans une ben, on est tombé, hein. On est rentré sur le vif de ce qu'on pouvait faire. Et dans son cas, à lui, avec d'autres médecins et chirurgiens de lumière, on a travaillé sur deux choses très importantes. Il est rentré en chirurgie finalement. Alors, il a travaillé sur la sclérose en plaques au niveau de son dos et il a travaillé sur le cancer de la colonne vertébrale. Alors, c'est deux opérations qui devaient se faire en même temps. Et ça travaillait vraiment en profondeur chez lui parce que c'est comme deux codages très, très lourds finalement. Alors, ça a été le résultat d'un cheminement chez lui, puis en même temps, il a réussi à sortir d'autres éléments au niveau de la terre, au niveau de la matière qu'il y avait, et ça a permis aussi d'accepter des grandes transformations pour améliorer sa prochaine incarnation, dont entre autres ces deux chirurgies-là. Alors, ça a été, j'ai pas vraiment assisté comme tel, dans le sens que j'ai été témoin de l'avant-préparation. D'habitude, je reste pendant les opérations, mais là, dans ce cas-ci, avec ma journée que ça s'est fait matière, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai pas pu participer pendant la chirurgie. Mais 3 jours plus tard, j'ai eu des nouvelles comme quoi que ça avait bien prospéré au niveau de sa lumière. Il y avait un nouveau sentiment très harmonieux, très lumineux.
il était très heureux. Donc, ça a comme changé de forme au niveau de son éther. Et puis, bon, en tout cas, tout ça pour dire que je l'ai accompagné, mais pas de si près par rapport à ça. Alors, il a réussi, ça a changé son taux vibratoire, son énergie est beaucoup plus lumineuse, beaucoup mieux installée, beaucoup plus forte. Et ça a fait encore des résonances importantes pour ses prochains programmes de corps, finalement, qu'il aura à choisir. Ça va être plus facile et léger pour lui, en tout cas plus fluide. Troisième retour, Bob Marley. Benoît, ça a été particulier au niveau de Bob Marley parce qu'il m'a montré une mémoire où il avait 3 enfants, dont un, celui du milieu, OK? Trois garçons. Celui du milieu était un petit peu plus petit que les deux autres, mais un petit peu plus intelligent, un petit peu plus allumé. Et comme si c'était son enfant préféré, dans une incarnation que j'ai pas nécessairement bien localisée où est-ce que c'était. Mais tout ça pour dire que ça me ramené dans notre réalité aujourd'hui. Benoît, Bob Marley a aidé son ancien fils qui a produit ou chanté une chanson qui est excellente, dont Bob Marley l'a aidé par la canalisation. Donc, l'artiste a utilisé sa connexion propre dans son cœur en lien avec son ancien père, qui doit être une influence aujourd'hui. Exemple, j'aime beaucoup la musique de Bob Marley, mais il ne doit pas savoir que c'est une connexion père-fils. Et j'ai sorti la chanson dans laquelle il a contribué en étant un guide important pour la réalisation de cette chanson-là. Donc, la trame que tu as suggérée, c'est Begging. Oui, de Matt Cohn. Donc, Matt Cohn a déjà été un ancien fils de Bob Marley, OK? Et Bob Marley a aidé à cette chanson-là moderne. Puis non seulement qu'il a aidé Matt Cohn, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a travaillé, il y a 2 personnes dans le projet qui l'ont canalisé, dont le chanteur, mais aussi un monsieur qui était dans la régie lors de l'enregistrement qui avait une énergie rouge. Puis le monsieur, je l'ai bien vu, il était costaud, gros, un beau noir. Fait que c'est comme si les deux, il y en a un que c'est comme si Bob a aidé à la régie, le montage, la réalisation, puis il a aidé aussi le chanteur. Fait que j'ai trouvé ça particulier que ça me tombe dessus, que je vois que même si Bob Marley n'est plus là, il a quand même continué à aider au niveau musical, puis il a choisi, entre autres, des artistes l'artiste qui était proche de son cœur, justement, à cause de la filiale. Alors, je vous invite à l'écouter parce qu'elle est vraiment très, très bonne. Puis ça donne aussi une petite idée de comment aurait pu évoluer la musique de Bob Marley. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça que c'est un beau trésor, fait que je voulais vous le partager. D'accord. Mais moi, en fait, c'est une de mes chansons préférées. Puis, dans l'extrait, je trouvais que les participants avaient un look un peu aussi Bob Marley. Ah, j'ai des frissons partout, ben c'est ça. Bob a travaillé sur le projet, fait que tu peux voir l'influence transposée. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, Oui, c'est ben, une très bonne chanson. Elle est fun à danser, elle est stimulante, elle est motivante. Elle fait beaucoup d'effets, puis c'est du Bob Marley concentré moderne, c'est particulier. oui, ben, en tout cas, merci de l'avoir proposé. Ah oui, ben là, c'est ça, on fait exception. Là, notre trame sonore, elle a une chanson de plus. Je vais l'ajouter au niveau de la trame sonore. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et pouvoir le voir vous aussi. OK, prochain retour. Je voulais revenir sur Renée Zellweger. Euh, on avait vu dans ses énergies lors de son émission que beaucoup dans ses énergies la protection de grandes terres sacrées. Puis quand vous avez vu les causes et tout ça, on les voyait pas. Fait que moi j'ai dit c'est trop apparent pour pas être là. Fait que ça me piqué la curiosité et j'ai investigué légèrement. Et je suis tombée sur quelque chose qu'elle a fait en lien avec ça. Ça s'appelle le film Miss Potter. Puis justement, c'est comme une auteure qui a tellement d'argent qui décide de protéger des terres sacrées.
Fait que là, j'ai trouvé ça particulier parce que je me suis dit, mon Dieu, OK, elle y a touché, elle a ouvert cet espace-là par rapport à ce film-là, mais elle ne l'a pas amené dans la matière. Et ça m'a comme un peu ben, piqué la curiosité. Je me suis dit, c'est quoi le décalage qui est là? Pourquoi c'est beaucoup dans ses énergies puis que c'est pas dans la matière? Ce que j'ai vu, c'est que c'était au niveau de son plexus que ça se passait, comme si c'était un plexus avec de la glace, OK? Deux, deux, deux couches de glace qui étaient décalées et fractionnées. C'était pas sale, c'était un beau blanc, un beau rose, mais elle était pognée dans ces énergies de glace-là. Donc, il y a quelque chose qui a déphasé chez elle à son plexus qui fait en sorte que ça n'a pas pu se matérialiser dans la matière. Ça a été très simple. J'ai pas pu intervenir beaucoup, mais en identifiant le problème que ça avait généré, donc à cause de sa glace brisée dans son plexus à 2 niveaux, puis là, elle était prise là-dedans. Ben, en fait, ça a été une intention, une prière pour l'aider à le faire fondre puis à se dégager de ça. Parce que là, c'est elle qui le casse, cette possibilité-là de pouvoir protéger certaines terres sacrées. Fait que, puis c'était important pour elle, c'est important pour son âme, sur son être. Fait que j'ai trouvé ça particulier que ça soit pas d'appoint. Alors, on a travaillé un petit peu là-dessus par le biais de l'intention afin qu'elle puisse se dégager, mais elle n'était pas disponible pour que je l'accompagne à travers cette transformation-là, puis que on le libère au complet. D'où le pourquoi je suis restée au niveau de l'intention de la prière, si on peut dire, pour que ses guides l'amènent à cheminer à son propre rythme, à sa propre cadence, selon sa propre conception. Bref, ça a été placé en énergie pour que ça s'aligne au niveau de sa conscience, puis qu'elle soit prête à l'honorer, puis à l'activer, puis à enclencher cette partie de la mission qu'elle a et qu'elle refuse encore au niveau de sa personnalité, probablement. Alors, voilà, réparer le plexus de René Zellweger par des intentions, ça a été aussi une expérience particulière. Excellent. Poursuivons avec Michael Bublé, mais le retour concerne son fils. Un de ses fils, probablement celui qui était malade, ben malade autiste, OK. En fait, ce qui est arrivé, c'est que son garçon a accepté le rayon lilas, un beau mauve pâle, et ça l'a transformé son énergie. En acceptant le rayon lilas, il a pu se rapprocher de son père. Et là, c'est comme s'il y avait un blocage chez le garçon qui faisait en sorte qu'il y avait une grosse distance. Et là, en acceptant le rayon lilas, il a pu se rapprocher et être content par rapport à son père. Et là, Michael Bublé, il y avait beaucoup de violets autour de lui, d'un violet plus foncé, plus fort. Alors, ça a été un beau rapprochement. J'ai été témoin de cette scène-là, finalement. Euh, Qu'est-ce qui s'est fait au niveau du rapprochement avec ce câlin joyeux-là? Ça s'est fait au niveau de la réconciliation de l'âme. C'est comme grâce au progrès que son fils a fait. Et quand je dis progrès, c'est plus une réconciliation d'une couleur orangée qui avait un problème au niveau de la lignée maternelle. Alors, c'est comme si en recevant le rayon lilas, le problème, le blocage qui limitait le petit, qui était en lien avec la lignée maternelle et la grand-mère particulièrement, ben, en fondant tout ça, ça lui a permis de se rapprocher de son père. Et là, il y a eu une belle transformation qui s'est faite chez les deux. Alors, je voulais juste vous dire qu'il y avait eu une évolution à ce niveau-là et que ça a été très favorable pour le cœur de Michael Bublé. Et dernier retour, celui-là, il est un petit peu plus dramatique. Ça a été très difficile depuis les derniers jours pour Dolly Parton. Dolly Parton qui avait réussi à avoir un amour extraordinaire avec son mari. Quelque chose de particulier et qui se dégageait aussi un petit peu des relations amoureuses qu'on peut retrouver au niveau d'Hollywood. Mais là, Dolly, elle a perdu son mari. Il est mort.
Donc, oui, ça fait mal, ça s'est effondré. On voit au niveau de son cœur qui était quand même assez perturbé, mais troublé. Tu sais, c'est comme une retenue de beaucoup de tristesse, quoi, qu'elle ne laissait passer beaucoup. Tout ça pour dire que elle a réussi à cheminer. J'ai juste regardé un peu comment qu'elle a réussi à l'ouvrir. Comme je te dis, ses énergies sont encore fébriles au niveau de son cœur. Elle a un moton encore au niveau de la gorge. Elle a quand même bien accepté, elle a quand même bien commencé son processus de deuil. Cela dit, je ne sais pas si c'est assez passé matière, et selon moi, oui, parce qu'il y a eu comme quand même beaucoup d'évidence au niveau de la lecture énergétique. Cher, l'âme de Cher est venue vraiment beaucoup l'aider et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une grande corrélation entre les deux. J'avais pas vu, moi, dans la matière, un lien avec Cher puis Dolly, mais en énergie, il est très fort. Assez que Cher est venu à son âme, évidemment, à côté de Dolly Parton, puis qu'elle l'a accompagnée, réconfortée. Elle a fait preuve de présence par rapport à ce que son ami vivait finalement. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un lien d'amitié. Et puis c'est là aussi j'ai trouvé ça particulier. C'est comme si elles étaient de la même génération, mais une qui a fait sa carrière sur le blond puis l'autre qui l'a fait sur le noir foncé. Donc, c'était deux madames que tu pouvais pas même mettre dans le même bateau, puis qui n'avaient pas nécessairement le même style, d'où le pourquoi que j'avais pas fait de corrélation entre les deux vraiment, jusqu'à ce que je vois, en étant témoin finalement d'une grande présence réconfortrice de Cher par rapport à Dolly. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une amitié très profonde entre les deux. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de frissons partout. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux de voir à quel point que ça peut faire une différence, une bonne âme qui t'accompagne dans une période difficile. Et puis, ben, je voulais juste vous dire que ça l'a réussi à aider Dolly dans cette transition-là. Alors, voici les retours de cette semaine. Toi, t'en as-tu des retours? Oui, puis en fait, Cher et Dolly se sont rencontrés en 78. Puis Cher, elle a dit, je me souviens d'avoir vu une femme à l'allure extraordinaire avec une grande masse de boucles blondes. Puis ils avaient d'ailleurs chanté ensemble à cette occasion-là. Alors, ça fait très longtemps qu'ils se connaissent puis ils s'apprécient. Ah, j'ai des frissons partout, puis l'avoir su, on aurait pu mettre cette chanson-là qu'ils ont faite ensemble, puis l'ajouter dans le retour, puis faire une émission à 8 trames sonores. Oh là là! Ben merci d'avoir vérifié pendant que je parlais, Benoît. Je suis contente d'avoir la validation matière. Fait que oui, deux grandes sœurs d'âme qui s'aiment, qui s'apprécient. Moi, je savais pas, mais parce que j'étais pas née en 78 non plus. Mais en tout cas, j'étais bien heureuse de voir que, tu sais, quand tu as des épreuves puis tu as des âmes qui sont là pour t'accompagner, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Ouais, puis par ailleurs, Darlie et son mari, ils avaient vécu presque 60 ans de mariage ensemble, puis il y avait une chanson qu'elle lui avait dédiée, If You Hadn't Been There. Ah, c'est cute. Très cute. Mais je regarde dans son prochain 10 ans, là, je crois pas qu'elle va réussir à aimer quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme une fin d'incarnation pour elle où ce qu'elle va avoir toujours la nostalgie de cet homme-là qui va rester prêt en passant. Fait qu'il va l'accompagner, mais sous une autre forme. Alors, c'est ça. On y envoie beaucoup d'empathie. Mais merci beaucoup. Autre nouvelle, récemment, Taylor Swift avait reçu une bague de 12 millions diamantée, puis ça laissait peut-être planer l'idée d'un mariage éventuel. Ben, ça, on va le prendre sur le côté matière. Imagine-toi, le gars met tout son salaire, 100% de son salaire qu'il a fait dans l'année sur la bague. Ça veut dire que il n'y a pas de problème de faire ça. Sa femme va payer le reste. Tu sais, c'est ça qui se passe. Wow, il a donné une grosse bague qui est au-delà de ce qui de ses finances, finalement. Là, je dis, ouais, mais OK, tu mets toute sa bague, mais tu fais quoi pour le reste, tu sais? Comment tu gères ça? En tout cas,
J'ai trouvé ça déraisonnable quelque peu, mais je comprends. Si tu veux marier Taylor Swift, faut que tu mettes. Mais encore là, tu sais, tu mets tout, mais t'as plus rien après, puis elle gère tout le système en arrière. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était un bon move pour l'autonomie. Mais félicitations pour ces fiançailles-là. On va leur souhaiter qu'ils soient heureux. Mais Taylor Swift, écoute, elle est observée, elle était sur la scène à un moment donné, puis ils ont sorti une photo. Ah, elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a beaucoup trop d'attention sur sa vie amoureuse et familiale. Bon, en tout cas, fait que là, au moins, elle peut se reposer un peu. C'est un break de football. Fait que, ben, on va leur souhaiter la meilleure des chances, sincèrement. Mais si je regarde le Sacré-Cœur de Taylor, il est pas 100% ouvert. Il est pas non plus 100% lumineux. Fait que on rentre dans une relation, c'est pas de l'amour, lumière, inconditionnel, avec une flamme sœur. Fait que ça va être un petit peu plus de défis au niveau de la personnalité et du karma parce que, comme je te dis, son chakra-cœur, il est pas pleinement ouvert. Il y a comme des choses qui n'ont pas évolué au niveau de sa thématique de l'amour, au niveau de son karma. Fait qu'on va lui souhaiter qu'elle soit accompagnée là-dedans avec douceur pour son bonheur. Puis en même temps, elle a besoin un peu de silence. Elle est très sympathique. Tu sais, tu vois en énergie, je la regarde, elle me sourit encore. Elle est très belle, très radieuse, mais on voit qu'elle est pas à 100% de sa forme. Il y a une partie de vulnérabilité, de sensibilité avec laquelle elle a de la misère à composer, puis c'est comme plus retenu. Fait que ça va occasionner cette semi-ouverture-là ou semi-fermeture, tout dépendant comment qu'on le prend, là. Ça va occasionner des ajustements qu'il va falloir qu'elle règle éventuellement. Puis, elle a quelque chose en lien avec son père aussi qui a à être replacé. Fait que je te dirais qu'elle a des ajustements personnels à régler, mais elle a besoin de temps pour se reposer. Puis son horaire est très, très chargé. Fait que elle se sent pas mal tout seule, tu sais, malgré la bague de X millions, là. D'accord. Puis j'avais un dernier retour d'actualité récente sur Shakira, qui avait été hospitalisée en raison de douleurs abdominales, puis elle a dû annuler plusieurs spectacles en raison de ça. Oui, ça c'est pas c'est plate, c'est très très plate. Mais je sais pas si tu te rappelles de la lecture qu'on a faite lors de son émission à la Saint-Valentin de la saison 1. Il y avait quelque chose qui se passait au niveau de son ventre puis qu'il y avait de la misère à ouvrir. Fait qu'on l'avait vu ça finalement. Ça a juste pris plus d'un an avant que ça arrive au niveau de son corps physique. Alors, j'ai envoyé beaucoup d'empathie et tout ça. Mais dans le cas de Shakira, c'est une rébellion qui rentre dans une crise existentielle, si on peut dire, qui était aussi amorcée quand on a fait sa lecture d'âme. Alors, ça évolue, mais tu sais, sans prise de conscience, sans correction énergétique, la trajectoire, elle ne se change pas vraiment, fait qu'elle est rentrée dedans. Mais encore là, elle est capable de s'en sortir en comprenant les leçons de sa création. Alors, on va y souhaiter qu'elle puisse y arriver, en tout cas atteindre ses objectifs grandioses qui vont permettre de mieux la redéfinir en tant que femme, en tant qu'artiste. Donc aujourd'hui, les deux célébrités, c'est des magiciens et le premier, c'est David Copperfield. Puis chaque trame choisie aujourd'hui, c'est des extraits de spectacles. Donc le premier, c'est tiré d'un spectacle qui s'appelait Cocon. Puis tu vois, à un certain moment donné, il fait des tours de passe-passe, puis il change de place avec son assistante, là. Sans véritable évidence. Ah, écoute, l'homme qui a séduit Claudia Schiffer. Moi, je pense que c'est ça son plus gros tour. Oui, ça se pourrait bien. Oui, ben, tu sais, elle a été considérée comme la plus belle femme du monde à un moment donné dans le pic de sa carrière. Puis, en tout cas, elle a dû vraiment avoir beaucoup de plaisir, à avoir des manipulations énergétiques qui amènent En tout cas, il a trouvé le moyen de la surprendre. Absolument. Donc, David Copperfield, son vrai nom, c'est David Seth Kotkin, puis il a choisi le nom David Copperfield tiré d'un livre fictif, puis parce qu'il aimait il aimait le nom. Ah, c'est intéressant. Merci, je savais pas. Mhm.
Puis, il est né en 56, donc il y a presque 80... Non, non, Bon, plutôt, non, 70 ans, pardon. 70, ouais. Ouais. Puis il est quand même, il mesure 6 pieds. Ah ouais! Dans le cas de David, je vais te dire, ça a été un petit peu compliqué parce que je suis pas arrivée tout de suite à la couleur de son âme. Il y a une blessure de rejet qui est profonde, qui dilue un peu sa vibration. En d'autres mots, il y a du jaune, mais c'est un jaune qui est terni, puis il y avait un peu de rouge, mais c'est un rouge terni. Fait que j'ai réussi, OK, à développer une astuce quelconque pour valider finalement qu'il était jaune, c'était une âme jaune. Mais ça a été plusieurs étapes. C'est comme si, même dans ses énergies, de la manière que c'est placé, il y a un paquet de trappes, de force et attrapes, de couloirs, de ci, de ça. Ça a été très compliqué, mais très facile aussi parce que quand j'ai vu que je me retrouvais face à une énergie, j'ai dit, ah, comment je vais me retrouver là-dedans? Fait que j'ai été capable de cibler directement puis de monter et il est haut, il est très haut. Puis sa couleur d'âme comme telle, c'est un beau jaune. Alors c'est là j'ai vu qu'il y avait comme un gros décalage entre son énergie pure de qui il est et son énergie matière qui est beaucoup plus affaiblie, maganée. Puis j'amène l'hypothèse que ça doit être à cause de toutes les compartimentations qu'il a dû installer dans ses énergies, des trappes de scie, des protections, qui a fait en sorte qu'il s'est dilué et perdu. Fait que je suis capable de voir la différence entre qui il est et ce qui en est. Et à ce niveau-là, je te dirais que c'est une personne qui est probablement plus perturbée, moins heureuse, juste à cause que sa lumière condensée est très belle, très forte, puis qu'il y a à peine quelques pourcentages de cette lumière-là ici dans son énergie matière. Fait que, il pourrait être plus heureux, il pourrait être plus harmonisé, il pourrait être plus puissant même. Puis ce qu'il m'a montré aussi, c'est quand il arrive en mode spectacle, il est capable de d'augmenter sa fréquence vibratoire, puis d'arriver au milieu, comme s'il y avait suffisamment de lumière, puis il réussit à monter un petit peu pour être au-delà de tous les obstacles qu'il a posés dans ses énergies, puis il est quand même capable de se concentrer puis de canaliser bien son énergie. Mais c'est de l'exploit, là. Il serait mieux de pouvoir miser sur ton humanité au quotidien, puis d'avoir le même taux vibratoire que, exemple, d'être dans sa journée un petit peu déphasé, un petit peu euh, moins heureux que juste se produire à être plus fort dans sa lumière quand il est sur scène, parce que s'il fait plus de scène, ben là, il arrivera plus à faire le milieu entre ce qu'il est puis son espace environnemental énergétique, là. D'accord. Côté famille, son père était propriétaire d'un magasin de vêtements pour hommes. Sa mère a travaillé dans les assurances. Euh, Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sa mère est née à Jérusalem, donc la famille était juive. Ses grands-parents paternels étaient immigrants de l'Ukraine. Donc, comme il y a des liens avec deux régions en conflit actuellement, comment en est-il affecté? Oui, ben, il est affecté de quelque chose. Ça, c'est clair parce que c'est compartimenté. Fait qu'il doit avoir justement l'intérêt de suivre tout ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, les nazis, etc., là, dans la réalité. Puis ce que je vois au niveau de son champ mental, ça le perturbe. Ça perturbe, puis c'est légèrement alourdi aussi dans son corps mental. Maintenant, je crois pas qu'il en a conscience que ça le freine ou que ça l'alourdit. Euh, mais en même temps, je te dirais que son souci au niveau des finances, c'est comme plus là. Il est pas harmonisé, il est pas en paix avec sa partie incarnation matière. Bon, est-ce que c'est pour des raisons géopolitiques? Est-ce que c'est pour des raisons humaines qui lui appartiennent par rapport à lui? Comme je te disais, il y a matière à être plus heureux. Bon, est-ce qu'il va être plus heureux si la guerre elle arrête? J'ai pas la réponse. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a besoin de compassion, puis il a
répondu tout de suite. Alors, c'est comme si mon cœur a déployé une sphère rose. Puis là, j'ai vu que ça l'apaisait et tout ça. Alors, je lui ai partagé. Il m'en a dit, je lui ai pardonné. Maintenant, ça a été un partage. Puis, regarde, si ça marche, juste de le voir, ben prends-le, accepte-le, rentre-le, fais-le fondre dans ton cœur, puis réintègre une partie de ta déité. Fait que c'était le but de mon échange, mon cadeau avec. Tu sais, être heureux, tu sais, c'est parce que dans le cas de David, c'est qu'il a touché des sommets. Il a été le magicien de sa génération, tu sais, le plus connu. Bon, moi, j'ai passé à côté, là, parce que je consomme pas vraiment de magie et je vais pas voir des spectacles aux États-Unis, là. Parce que je pense que c'est plus là qu'il a œuvré, mais tu vois, il a réussi à sortir, il a travaillé fort, vraiment beaucoup, assez que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans son quotidien. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi finalement à plonger dans une réalité tellement parallèle du reste des humains, probablement qu'il allait voir ce spectacle, parce qu'il est tout le temps en train de décortiquer tout, puis de voir comment passer à une astuce, quelque chose qui peut donner l'illusion ou le développement de fait que c'est une personne qui a vraiment concentré ses énergies là-dessus beaucoup. Puis là, aujourd'hui, ça roule moins, cette partie-là, mais il est encore en train d'espérer d'avoir un signal de Dieu, une lumière quelconque, une révélation pour pouvoir se remettre en scène, puis repartir, puis en refaire un autre gros wow, tu sais, comme un beau, bon dernier show. Fait qu'il a diminué beaucoup comparativement à une vingtaine d'années avant, là, mais il est encore en train de porter soin aux détails, aux attentions, à se pousser un petit peu plus. Puis en même temps, quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise, là, l'inspiration est plus dure à se faire. Tu sais, tu peux pas nécessairement aller chercher une formation, un cours quelconque, parce que là, finalement, tu sais, c'est toi qui es arrivé à le développer le plus. Fait que ça a été compliqué. Puis là, je vois un lien avec Houdini. Je veux juste te dire qu'il y a une belle connexion. Il a dû être le mentor à quelque part. Ben, Houdini a dû être le mentor de David Convertil parce qu'il y a comme une considération qu'il est un héros. Fait qu'il s'est basé beaucoup sur le lien parce que le lien le connecte avec le plexus d'Houdini, puis il y a un changement d'information qui peut se faire. Cela dit, Houdini est beaucoup plus fermé par rapport à David Copperfield. Fait que il a été capable de soutenir le lien à un certain niveau, mais c'est pas un niveau qui est réciproque. Donc, c'est comme Houdini, il peut aimer échanger un peu avec Copperfield, mais sans plus, pas trop souvent. Il y a comme une non-réceptivité d'Houdini qui est ailleurs. C'est un autre parallèle. C'est pas parce qu'il veut pas l'aider ou quoi que ce soit, là, mais la connexion se fait plus difficilement entre les deux, quoi qu'il y ait un lien de réciprocité. Je suis certaine que Houdini a influencé un genre de mentor, David Copperfield. Puis moi, Houdini, je le connais pas du tout. Là. Il était dans le temps de Bobby Jones dans les années 1930, j'imagine, parce que l'énergie est pas pareille. Si tu regardes l'énergie d'Houdini, tu vois qu'il est décédé, tu vois qu'il est passé à une autre étape. Fait que ça devient un petit peu difficile de les mettre un à côté de l'autre. Mais il y a un lien qui se connecte du plexus au plexus. Et puis, il y a eu quelque peu des échanges entre les deux âmes. D'accord, ben merci beaucoup. Moi, côté magie, j'ai vu des magiciens à l'œuvre en personne. Je pense pas que c'était le cas de David Copperfield. Par contre, j'ai vu de ses spectacles à la télévision. Puis, effectivement, c'était de sa génération le plus célèbre. Ses tours de force assez célèbres, c'est notamment faire disparaître un avion, la Statue de la Liberté, léviter au-dessus du Grand Canyon, puis passer à travers la Grande Muraille de Chine. C'est des défis très, très, très stimulants en passant. Hein, tu sais, léviter en haut du Grand Cayenne. Bonne chance pour arriver à l'ingénierie de ce truc-là. Non seulement ça, mais je vais pousser plus loin, il est inégalé. C'est-à-dire que ce qui a suivi après David Copperfield au niveau de la magie, si on peut dire, ça a été des films, entre autres, avec Morgan Freeman, qui s'appellent Les Insaisissables. C'est-à-dire que là, ils se sont mis à 5 magiciens avec Woody Harrelson, il joue dedans, il y en a plusieurs, là, Isla Fisher. Donc, ils se sont mis à 5 pour
avancer ça encore plus modernement, avec plus de technologie, encore plus de sensationnel. Fait que là, ils sont obligés pour arriver à dépasser de ce qui a amené lui à se mettre en gang, puis finalement à en faire un film. Fait qu'il est encore inégalé. Si tu prends un magicien pour magicien tout seul, là, c'est ça qui est le fun un peu avec la magie. C'est comme il y en a qui réussissent à se dégager, mais c'est très difficile. La compétition est immense. Là. Combien qu'il y a de magiciens là, qui sont actifs, là, c'est énorme. Combien qui en ont réussi, là, c'est très, 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 très peu. Puis tu vois, même si tu regardes ceux qui ont réussi, ben, ils sont pas vraiment épanouis et émerveillés. Là. Il manque quelque chose, c'est lourd, ça terne. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je veux juste te dire que j'ai vu une mémoire en lien avec David Copperfield où, écoute, c'est un temps reculé, celtique. Puis il travaille avec Merlin. C'est comme un petit peu d'énergie druidique, mais pas tant, comme s'il avait déjà été, par le biais de la science qui débutait, si on peut dire, attiré par les effets de magie et de spectaculaire, si on peut dire, et ça lui a permis un peu d'avancer déjà avec certaines classes dans ce temps-là, avec l'énergie du guide Merlin à travailler certains taux de magie ou d'élévation de conscience ou d'arriver finalement à intégrer son art qu'il a ramené dans cette incarnation-là aujourd'hui. Fait qu'il y avait déjà de l'expérimentation. Puis ce que je vois à peu près dans les années 1700, il y a une possibilité. Il est dans la rue, il fait des tours de magie, il y a des cartes, il y a une baie, des gobelets, puis il est déjà en train d'amuser, puis il avait amené un peu la peau à canon pour faire un petit peu d'étincelles et tout. Fait qu'il était déjà comme reconnu magicien au niveau de son village probablement, et il y avait eu des offres de se promouvoir ou en tout cas arriver à des prestations pour la reine, ben, le roi, en tout cas pour la cour, parce qu'il y avait le roi et la reine, c'était un couple, et puis il a réussi à se faire un nom déjà au niveau de la magie, mais c'était beaucoup moins impressionnant qu'aujourd'hui, il y avait moins de ressources, puis il y avait moins de trucs et tout ça, mais quand même, il se dégageait, puis il avait réussi à avoir comme des contrats intéressants au niveau de la bourgeoisie qui le reconnaissaient puis qui le réinvitaient. Fait qu'on voit dans son cas que c'est quelque chose qui a travaillé au niveau de son âme. Il n'est pas arrivé tout seul, bang, je suis le meilleur magicien au monde. On voit que ça a été cultivé, puis qu'il a fait beaucoup d'expériences, puis qu'il a combiné aussi ses connaissances au niveau de la science, au niveau de l'énergie matière aussi, pour arriver à développer toute son ingénierie de son œuvre, de son art finalement. Oui, tout à fait. Puis même dès un très jeune âge, il était intéressé par la magie. À 8 ans, il se produisait comme ventriloque. À 12 ans, il a commencé à faire des petites représentations dans des anniversaires notamment. Il est devenu le plus jeune magicien à être admis à la Société américaine des magiciens à 12 ans. À 16 ans, il enseignait l'art de la magie à l'université. Puis, il a toujours été fasciné par les spectacles de Broadway qui l'ont sans doute inspiré pour ses spectacles grandioses. Ouais, il y a le sens du rythme. En passant, quand tu as parlé de ses débuts, là, premièrement, c'est prodigieux. On s'entend-tu que son don, il a toujours resté ouvert. Il l'a pas fermé. Il est retombé dedans très rapidement. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il avait du plaisir, puis il était tellement heureux à ramasser des personnes de sa famille. Puis, OK, je vous fais mon truc et tout ça. Fait qu'il il était déjà reconnu par à qui il faisait ses premiers numéros, sa famille, qui était très joyeux de, de pouvoir profiter et de bénéficier d'un moment où
Et on a un nouveau truc aujourd'hui. Donc, on voit la contribution du noyau familial qui a fait une grosse, grosse différence en soutenant, en accompagnant. Ça, je te dirais, ça a été bien placé pour lui parce que c'est ce qui lui a permis de comprendre qu'il aimait ça, faire ça, puis qu'il aimait ça avoir l'attention des gens, qui étaient joyeux, qui étaient disponibles à recevoir ce qu'il y avait à préparer ou à présenter. Fait que, en tout cas, tu vois aussi qu'il y a eu beaucoup de courage. Puis c'est une personne qui est très proche aussi des énergies de Dieu. C'est spécial, hein, mais pour lui, c'était une manière de contribuer à oh, faire force. Comme je te dis, il arrive à canaliser sa lumière à travers le spectacle. Donc, pour lui, ça a été vraiment quelque chose qui l'a encouragé dans son énergie masculine, qui a fait en sorte qu'il se sente bien dans son corps de monsieur, puis en même temps, en promouvant l'illusion, le rêve, la magie, le spectaculaire, l'incompréhension que les gens pouvaient avoir par rapport au truc. Pour lui, ça l'a toujours été très fascinant. Puis encore là, il est pareil, puis même vieux, il va continuer, même des petits trucs de pièces qui sont quand même très élevés par rapport à ceux qui commencent là. Fait que l'impressionnant, c'est ce qui le nourrit et ce qui le stimule et ce qui a commencé très, très, très jeune. Donc, dans l'impressionnant, euh, ça a permis de lui permettre de prendre tout l'espace nécessaire, d'où le pourquoi il a été capable d'être un géant de la magie finalement. Oui, puis dès 18 ans, son premier spectacle où il se révèle vraiment, c'est dans la comédie musicale de Magic Man. C'est là qu'il a pris le nom David Copperfield. Puis dans ce spectacle-là, il chante, il danse, il crée toutes les illusions. Puis au fil de sa carrière, tu vois vraiment euh, que la mise en scène du son, la lumière, c'est toujours pour créer des effets de gigantisme, de wow, puis ça va le suivre durant toute sa carrière. Oui, puis ça le nourrit dans son cœur. C'est vraiment là-dessus qu'il se reconnecte au fil de sa divinité. Fait que c'est très, très important pour lui de la manière que ça fonctionne dans ses énergies. Le wow, le grandiose, ça stimule. Puis tu le vois là que ça travaille au niveau de sa tête. C'est vraiment quelqu'un qui va penser avec l'ingéniosité pour pouvoir être plus fort, pour pousser ça plus loin. Fait que c'est très beau, c'est très noble. Il s'est vraiment dévoué à sa carrière entièrement. Puis ça a été tant mieux un privilège et un plaisir d'arriver à la plus belle femme du monde, tu sais. Oui, puis Parlons-en, Claudia Schiffer, si tu me permets. Continue ce que tu disais. oui, ben juste entrer en matière dans ce sujet-là, il se disait de nature timide et solitaire, puis il voyait dans la magie une façon de mieux s'intégrer puis de rencontrer des femmes notamment. Oui, si je peux le comprendre, c'est très vrai. Ça y a permis justement de garder la partie confiante là, en instaurant le mystère, tu sais. Fait que pendant que la personne est fascinée puis la regarde dans le truc, ben pendant ce temps-là, être dans l'émerveillement. Dans l'émerveillement, c'est ouvert, c'est plus facile de passer. Oui, puis donc avec Kolya Schiffer, ils ont été ensemble à peu près 6 ans. Puis en tout cas, il y avait les gens se demandaient si c'était arrangé ou pas là, mais donc il y a plus d'enfants qui ont découlé de cette relation-là. Je crois pas que Claudia Schiffer, ben, tu sais, t'es dans le sommet de ta carrière, t'es la mannequin qui roule le plus au monde. Tu vas-tu commencer à arrêter tout ça pour avoir des enfants, tu sais? Surtout que les carrières de mannequin, ils arrêtent quand même assez tôt. Fait que t'as le temps de faire des enfants par la suite. Je sais pas si elle a eu des enfants. J'ai pas regardé dans ses énergies. Mais il y a une histoire d'infidélité. J'ai pas eu le détail comme tel quand tu as parlé, mais j'ai vu que il y avait quelque chose qui ne passait pas, puis que probablement ça a été une relation extra-conjugale, mais j'ai pas le détail. J'ai pas vu si c'est lui qui l'a trompé ou si c'est elle qui l'a trompé. Mais chose certaine, c'est Claudia. Il y a quelque chose qui s'est refermé chez Claudia, puis qui n'ont pas réussi à se raccorder. Fait que, ouais, c'est dommage. J'ai pas les raisons de leur séparation, mais toi, t'as quoi à part le problème d'infidélité entre les deux? Rien de spécial.
Ouais, ça a été géré médiatiquement, secrètement, hein. Ouais, c'est ça. Je sais en tout cas, il y avait un procès qui a gagné suite à des accusations, mais j'ai pas plus de détails que ça. Par contre, je sais il y a eu une autre relation par la suite avec Chloé Gosselin, qui était pas mal plus jeune que lui, puis ensemble, il y aurait eu trois enfants. Je pense que la première, c'est une petite fille, puis elle est comme légèrement rousse en énergie, là. Ben, je vais te dire, je vais te le tourner de bord. Il l'aimait beaucoup moins, puis il sentait vraiment comme une énergie d'une plus jeune fille. Fait qu'il savait qu'elle était pas à pleine maturation et tout ça. Ben, je pense pas que ça a été illégal qu'il ait pris une mineure, c'est pas là-dessus, mais il l'apercevait comme ça. Puis il l'a aimé moins, on va te le dire, là, tu le vois. Fait que c'est comme si ça a été une réponse où il a pu avancer au niveau des progrès de sa famille. Puis tu vois que c'est une énergie orangée au niveau du couple. Fait qu'il l'a vraiment pris pour sa famille. Fait que il a fait la concession de moins l'aimer, mais de pouvoir optimiser le volet familial avec elle. Fait que c'est dommage, mais ça a marché. Fait que tu fais un sacrifice à quelque part, mais en même temps, tu récoltes de l'autre côté. Fait que tant mieux. Parfait. Je vais présenter la deuxième trame qui est des extraits de ces 15 ans de spectacle, en tout cas une tranche de 15 ans de spectacle. Côté santé, euh, il n'y a pas eu trop d'accidents dans ces spectacles, mais c'est arrivé à un moment donné, en 84, que c'était un tour dans lequel euh, il s'immerge dans l'eau, puis ça s'est mal passé, il a hyperventilé, il était en état de choc, puis il a dû faire usage d'une chaise roulante puis de canne pendant des semaines par la suite. C'est assez intense, effectivement. Sauf que lui, sa porte de sortie, en ce moment, c'est une crise cardiaque. Puis tu le vois, c'est sa vulnérabilité première. Fait que il serait pas mort de ça. Ça, c'est ça. Ouais, ben, au niveau. Puis je regarde là, au niveau de son chakra du cœur, quand j'ai vu l'état de son cœur, puis que ça s'en va là-bas, j'ai été plus loin un peu, puis j'ai vu qu'il y a des programmations au niveau de la religion à libérer. Puis ça, je vais dire, au niveau de la religion, ça vient lui brimer, ça prend beaucoup de place au niveau de sa tête. Fait qu'il y a comme quelque chose à se libérer en lien avec la religion qui pourrait faire une différence au niveau de, de sa porte de sortie cardiaque. Oui, parfait. Sinon, à un moment donné, dans un spectacle, il s'est coupé le bout du doigt qui a dû être raccommodé par chirurgie. Il a été victime d'un vol à main armée, mais il me semble dans l'histoire, il faisait des tours de passe-passe pour pas se faire voler son argent. Oui, j'ai Puis, vu, c'est ta raison, t'as raison. Il a réussi à maîtriser son stress, puis là, il a essayé de désarçonner avec des passe-passe, justement, comme ça. C'est très vrai. J'ai vu. donc c'était pratique, je pense que là. Ah oui, c'est ça. Il y a, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, son spectacle de faire disparaître la Statue de la Liberté, il a dit qu'il voulait souligner l'importance des droits et libertés dans le monde et de pas les prendre pour acquis. Puis en la faisant réapparaître, c'était essentiellement pour pour que tous les ancêtres qui l'ont pas connu puissent en voir l'importance et que les générations futures aussi pourraient en apprécier l'importance dans le fond. Là, tu es en train de me dire qu'il a réussi à faire disparaître la Statue de la Liberté, puis de la ramener là. Ouais, c'est ça. Wow. Ça, c'est le genre de numéro que j'aimerais voir. Peut-être sur YouTube, je sais pas, là. Ah, ben oui, ça vaut la peine d'aller voir comment faire disparaître une statue de 30 000 tonnes. Ouais. Sinon, côté œuvre caritative, à un moment donné, un spectacle bénéfice à la Maison-Blanche pour l'UNICEF, mais puis un des tours qu'il faisait, c'était créer une illusion dans laquelle il sciait en deux Jennifer Lopez.
Ah, ça, je suis contente qu'en me disant, il est allé faire des tours de magie à Maison-Blanche, ça revient à son tour, ben, dans les années 1700 que je te disais qu'il était un magicien de rue puis qu'il avait réussi à se rendre à la haute société pour faire ses tours. Fait que là, tu vois, il avait compris comment y arriver, puis là, il le reproduit ici avec la plus haute autorité, finalement, ben là, je dis politique, mais de ce monde. Puis en plus, il a pris cet argent-là pour un retour aux enfants. Fait que c'est super, bravo. Puis c'est intéressant de voir à quel point que de pouvoir concentrer ta lumière pour la paix de la terre, ben ça fait partie de la fonction de son âme jaune. Fait que je trouve ça intéressant comment il a réussi à mélanger ses aspirations de théâtre, de chant, de danse, de comédie musicale, en tout cas, avec l'événement de la magie, mais en même temps, en ayant une mission de paix, puis de redistribution équitable pour les jeunes et tout ça. Fait que je trouve que il a bien fait de choisir une arme jaune, ça lui convient parfaitement, puis il l'applique bien. Tout à fait. Un autre projet intéressant, c'est le projet Magie qui aide à rééduquer les personnes ayant un handicap ou des difficultés de dextérité perdue ou endommagée. Apparemment, c'est instauré dans plus de 1000 hôpitaux à travers le monde. Intéressant. Chez lui, tu vois, ça a été stimulé par un déséquilibre au niveau de son système nerveux. C'est bien rentré dans son système nerveux, fait que ça a dû aider à vouloir apporter une genre de guérison puis de support là-dessus. Mais écoute, 1000 hôpitaux qui reçoit des trucs de magie, il peut pas faire ça tout seul, là. Faut qu'il y ait une équipe avec lui, il faut qu'il aille former des gens. C'est intéressant. Comme récompense, il y a eu plusieurs records Guinness, notamment celui qui a vendu le plus de billets en tant qu'artiste. Il y a eu plusieurs prix pour ses performances également. Il est chevalier des arts et des lettres en France. Euh, Également, il y a plusieurs distinctions comme légende vivante de la librairie du Congrès. Puis, côté intéressant, tu parlais du lien avec Houdini. David Copperfield, il a acheté un musée qui contenait des objets souvenirs de Houdini, puis il en a fait un musée. Puis, autre chose aussi, en 2020, il a été intronisé dans le musée d'histoire juive américaine, puis il a lui-même intronisé Houdini dans le même dans la même soirée honorifique. Ouais, ben il y a une reconnaissance beaucoup plus forte de David, là. Puis là, tu vois, on est capable de mesurer comment ça s'est produit, c'est tant mieux. C'est bien de faire avancer la cause. Mais je suis contente d'entendre son histoire parce que non seulement qu'il était comme le dernier magicien qui a vraiment réussi à se monter au sommet, qui est encore indétrôné aujourd'hui, mais qui réussit à multiplier encore toute cette résonance-là, de l'instaurer, de ramener un legs dans l'histoire, parce que c'est de l'héritage là qui fait fructifier avec ces musées, puis le rapatriement de l'histoire de la magie, finalement. Fait que c'est très élevé. Et on voit aussi son don de l'enseignement et tout. Fait qu'il est multi-talent. Mais moi, je regarde ça puis je me dis, coudonc, pourquoi que c'est pas plus illuminé? C'est où, dans sa partie humaine, où qui trouve ça lourd et dur et que ça s'alourdit? Pourquoi qu'il est pas plus concentré, aligné et lumineux? Fait que ça, comment arriver à décompartimenter toute son énergie? En tout cas, il y a des mystères encore, mais à ce niveau-là. D'accord. Comme dernière trame pour David Copperfield, c'est des extraits du spectacle de Blade. Puis, en fait, je sais pas si c'est le même spectacle, mais à un certain moment donné,
il y a eu un incident où un des assistants s'est fait blesser dans des lames tourbillonnantes lors d'une performance. Ouais, ben là, c'est ça, à un moment donné, c'est la gestion du risque, hein. C'est jusqu'où tu pousses le risque. Puis là, c'est difficile d'avoir un parcours sans incident par rapport à tous les risques qui sont pris. Fait que, mais il est conscient de ça, il est soucieux de ça. Il essaie vraiment de monter ses shows pour arriver à pousser au maximum où est-ce qu'il peut aller sans nécessairement arriver à des morts ou, tu sais. Fait que c'est intéressant. Il disait que son sens de l'imagination a été développé très jeune dans des camps d'été où il devait chercher des gens qui auraient été kidnappés, mais c'était juste une mise en scène. Je vais le pousser plus loin. Il est conscient d'une partie de son énergie cosmique, de sa partie cosmique. Et non seulement ça, mais il utilise cette intelligence-là cosmique pour arriver à développer, je vais mettre ingénierie, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais il va étudier ailleurs, il va ramener des trucs qui viennent de d'autres dimensions pour pousser plus loin. OK, parfait. Puis, une de ses idoles avouées, c'est Walt Disney. Puis il a dit, il prend sa forme d'art pour émouvoir les gens. Je voulais faire la même chose avec la magie en la rendant romantique et humoristique. Et accessible aussi. Ouais, Oui, ben on tout en à a fait. parlé lors de l'émission de Walt Disney, là, l'effet magie Walt Disney. Fait que je trouve ça intéressant qu'un magicien a pu reconnaître la magie de Walt Disney, puis d'utiliser justement pour le faire fructifier. Puis le service aux enfants, ça, c'est quelque chose de très commun là-dessus. Puis je viens de capter Walt, puis il approuve. Il a vraiment été pas fasciné par la dimension de Copperfield, mais en tout cas, il a approuvé. Fait que il y a une reconnaissance de Walt Disney par rapport à ce que Copperfield fait. Fait que je sais pas si Walt Disney, je vois pas, parce que c'est drôle, je me suis abonnée, il y avait un spécial de la chaîne Walt Disney Plus à 1,99 pour 3 mois, là. Je l'ai ouvert hier, puis j'ai rien vu, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait là-dessus, là. J'ai rien vu en lien avec la magie de David Copperfield. Fait que l'âme de Walt Disney a approuvé, mais je vois pas rien qui dans le Disney Plus de ce qui a été accumulé là en lien. Mais j'ai pas regardé David Copperfield précisément. Je vais peut-être refaire une recherche là. Mais je vois pas comment que c'est assez amené dans la matière la reconnaissance de la magie de Copperfield dans le monde de Disney matière. OK. Sinon, côté lien avec d'autres célébrités qu'on a vues antérieurement, on parlait de Taylor Swift en début d'émission. Lors les remises de prix country, il avait donné l'impression de faire apparaître Taylor Swift dans un ascenseur. Là. Taylor Swift, elle a du jaune, fait qu'ils peuvent se rejoindre sur cette base-là. Ce que j'ai vu, c'est que au niveau de Taylor Swift, elle était aussi ouverte à David Copperfield ou à son art, fait que ça a pu amener une matérialisation quelconque. Puis non seulement ça, je suis certaine qu'aussi que Taylor Swift, elle aurait peut-être pu voir comment embarquer l'art de David Copperfield à travers l'expression soit d'un numéro ou de quelque chose. Fait que elle trouve fascinant. C'est ça que j'ai entendu. Parfait. Puis deux autres célébrités avec qui il a côtoyé dans des films, c'est Hugh Jackman dans le documentaire Oh My God et Serena Williams dans le film 7 jours en enfer. Ah, je savais pas qu'il était dans le cinéma, c'est le fun. Donc, ça conclut ce que j'avais sur David Copperfield. Moi, je vais terminer avec euh, un- j'ai une intention, une prière. Je vais lui souhaiter de commencer à décompartimenter ce qui alourdit sa structure énergétique, au moins à la base, parce qu'il n'y a plus besoin de ces protections-là, tu sais, de renouveler un peu pour que la lumière circule mieux, puis de redresser un petit peu plus la trajectoire. Il y a besoin de l'énergie blanche, il y a besoin de l'énergie bleue royale. Fait que ça peut l'aider
à son maintien énergétique sans être tout déphasé ou décompartimenté. Puis ça aussi, en même temps, s'il y a quelque chose qui doit se réconcilier par rapport à sa propre mère. Fait que ça aussi, il y a comme une partie de ses blessures qui vont pouvoir se dégager, que ça fait aussi longtemps qu'il porte et qu'il, comment dire, l'alourdissent aussi, qui réinstalle son sentiment de sécurité à l'intérieur de son cœur pour pouvoir plus multiplier. Puis en même temps, tu vois, il gagnerait en tendresse, puis il serait comme plus délicat et plus raffiné, puis il pourrait sortir pas son numéro final, mais un autre spectacle là, révolutionnaire ou qui a dépassé, dans le fond, ce quoi qu'il a accepté jusqu'à ce jour. Fait que il a peur de se tromper, je le vois au niveau de son troisième œil. Fait que s'il peut se donner une chance de raccorder un petit peu plus son âme plus près de ses énergies, il y a un petit peu d'illusion de mensonge qui pourrait aussi changer la base de sa structure qui est compartimentée. Fait que, il y a une partie à l'intérieur de lui qui est violent, qui a une résonance. Je crois pas que c'est une violence physique que lui a pratiquée. Son père, il l'avait aussi un petit peu plus facile. Je dis pas qu'il a battu son fils, là, mais son père avait ce problème-là qui a pas été nécessairement bien orchestré ou bien libéré au niveau de la lignée, puis il est pogné un peu là-dedans aussi. Puis il manque d'air. On voit qu'il y a quelque chose qui est attaché au niveau de son sternum, puis qu'il a de la difficulté à respirer. Puis ça aussi, ça fait partie de sa porte de sortie de l'infarctus. Fait on va juste souhaiter qu'il puisse rentrer dans une connexion plus profonde, plus stable, pour pouvoir s'ouvrir davantage avec les femmes, entre autres, puis le monde entier, mais d'une connexion plus franche, plus lumineuse, plus sincère. Fait que ce que je comprends pour son processus d'évolution, fait que pour améliorer son jaune, il n'y aura pas le choix de passer par le blanc puis le bleu royal. Puis et il va y arriver, il y a tout ça. Mais comme je te dis, il n'a pas pardonné à Claudia Schiffer. Puis et aussi, il y avait une fille qui était programmée dans leur histoire. Il aurait pu avoir eu un enfant ensemble, c'est une fille. Fait que il y a quelque chose, comme je te dis, qui a fait en sorte qu'il a été surpris quand Claudia a arrêté la relation puis qu'elle s'est fermée par rapport à la thématique de l'infidélité. Donc, je te disais tantôt, je ne sais pas si c'est la sienne à elle ou celle à lui. Fait qu'il y a comme quelque chose, une énergie toxique qui est venue s'immiscer puis qui a défait le plan qui était supposé d'avoir entre les deux. Alors, on va le bénir, on va le remercier justement de l'innovation et de ce qui a avancé. Puis si je regarde, mettons, d'ici les 100 prochaines années, il y a quelqu'un qui va réussir à avoir comme sa marque, mais il y a 3 générations qui vont passer après lui. Fait que c'est pas tout de suite qu'il va se faire dépasser au-delà de ce qu'on voit au niveau du cinéma. Mais le prochain futur magicien, ça va prendre du temps. Je sais pas, le 3 générations, si c'est à partir de quand il meurt, puis 3 générations au plus, ou quand il arrête, 3 générations au plus, ou si les 3 générations ont déjà commencé. Mais ce que je vois, c'est que sur les 100 prochaines années, on voit qu'il y a 3 blocs de lumière de génération qui fait en sorte que ça va arriver. Puis là, j'ai essayé de changer d'angle de perception, puis je vois à peu près aux alentours de 2050. Fait qu'il est tranquille, là. Il y a vraiment une très, très, très bonne longueur d'avance, comme Houdini avait finalement. Eh bien, excellent. On peut enchaîner avec Houdini. Oui, certainement. Parfait. Donc, comme premier extrait, bon, en fait, forcément, les Houdini a vécu de 1874 à 1926, donc il y a à peu près 150 jusqu'à il y a 100 ans. Donc, évidemment, on n'a pas des trames sonores tellement... Ni de ça- photos d'affiches. Non, non, c'est ça. Donc, c'est des extraits de spectacle, mais évidemment, ça date de l'époque, là. Bon, écoute, lui, c'est une âme orangée. Fait que c'est déjà pas dans les mêmes teintes. Et Odini est déjà réincarné. Alors, ça va m'apporter un petit peu plus de complications à bien faire sa lecture d'âme. Non seulement ça, mais je peux te dire qu'il est réincarné en homme, un homme costaud, un homme carré, un peu dans la gabarit de Babe Ruth, un peu. Là, il est plus en mode ouvrier, puis son troisième œil est fermé. Il y a une fascination, il y a encore un peu de son talent, mais il a pris une pause du public. Ça vient d'une blessure d'humiliation qui se croise avec une incarnation où les gens lui lançaient des roches.
Fait que j'ai comme l'impression que sa magie a été peut-être plus difficile à cause de l'ouverture de la civilisation de cette époque-là par rapport à David Copperfield aujourd'hui. Fait que ça a été, comment je t'aurais dit, plus de mystère, mais il est plus solide, il est plus rare, qu'il a vraiment réussi à plancher puis à avancer. C'est pas pour rien que c'est un pionnier finalement dans ce domaine-là. Mais quand je regarde son énergie, c'est plus il y a beaucoup plus d'énergie qui sont ouvertes chez lui dans le coin de l'Europe, de l'Angleterre, etc. Mais Houdini, est-ce que c'était un Américain ou il travaillait de l'autre bord? Euh, David Copperfield, il est né aux États-Unis, ouais. Non, mais là, on est à Houdini. Ah, pardon, Houdini. En fait, il est né en Hongrie, Autriche-Hongrie, puis, mais par la suite, ils ont déménagé aux États-Unis. OK, OK. Bon, ben aujourd'hui, il est localisé plus en haut de l'Europe, proche de l'Angleterre. Fait que il est même plus dans le réseau de l'Amérique ou de la Hongrie, là. Il est complètement ailleurs. Puis je te dirais qu'il y a peut-être une trentaine d'années, puis lui aussi il a un problème de cœur actuellement, là. Je dis pas qu'il va me faire une crise cardiaque demain matin, mais en tout cas, c'est particulier. En passant, il est plus heureux avec sa femme aujourd'hui. Le fait que ça soit moins tranquille, moins spectacle, moins de voyagement, la petite vie plus sédentaire, là, je vais travailler, je reviens, je m'occupe de ma femme. Je viens de voir qu'il y a deux filles puis un garçon. Fait que, il est stable, il est bien installé dans son incarnation aujourd'hui. D'accord. Son nom, à l'origine, c'était Heinrich Weiss. Puis lui aussi, il s'est inspiré d'un autre nom. En fait, il s'est inspiré d'un illusionniste français, Robert Houdin. OK. Intéressant. Puis, en plus comme magicien, il était aussi acteur puis écrivain. J'ai vu aussi qu'il y avait de la claquette, il dansait. Il pouvait arriver à aussi chanter. Je vois quelques gens autour d'une pièce, peut-être une fête de Noël, je sais pas trop quoi là. Puis il y a un peu de rigodon, de musique de salon d'autrefois qui est bien. Puis comme je te dis, il joue pas mal du talon. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la claquette en arrière de ça là. OK. Ses parents étaient juifs. Son père était rabbin d'une communauté juive. Puis, euh, sa mère. Où est-ce que sa mère? Sa mère était, en fait, ça dit pas qu'est-ce qu'elle faisait. J'imagine femme au foyer. Puis il y avait 5 frères et une sœur. Donc quand même pas mal de monde, là. La synergie entre les cinq frères et sœurs est très forte. Il y a un gros courant bleu royal qui les unit, puis il a été très heureux avec sa fratrie. Donc, une fratrie solide, bien unie. Et je vois un de ses frères a un petit peu les cheveux frisés, carrés un peu. Il a peut-être brassé un peu plus fort avec des remarques pernicieuses un peu, mais comme tel, ils ont réussi quand même à avoir une belle complicité de la fratrie. Non seulement ça, mais sa sœur, OK, je veux juste te dire, sa sœur, elle est revenue dans le programme actuel, elle est aussi incarnée proche d'Houdini maintenant. Donc, je sais pas, ça peut être ben, je vois pas le lien comme tel. Est-ce que ça a été une tante? Est-ce que c'est une collègue de travail avec qui il y a une belle complicité, je sais pas, mais elle est encore en femme, puis je vois qu'elle est proche, elle a un soutien au niveau de la famille qu'il a. Voilà, c'est une nounou, c'est-tu, je sais pas. J'ai pas le détail, mais je sais qu'elle gravite encore dans l'environnement matière d'Audiny, maintenant, dans sa nouvelle incarnation. Parfait, merci. Lui était quand même petit, 5 pieds 7. Puis, côté fortune, quand même 500, 500 000 à l'époque, c'était considérable. Par ailleurs, David Copperfield, je l'ai pas mentionné, mais c'était pas loin d'un milliard. Wow! Intéressant.
Ben, tu sais, tu vois, si je reviens à Copperfield, quand je te disais qu'il y avait du souci au niveau de l'argent, ça veut dire qu'il s'occupe de la gestion de son milliard. Tu sais, là, c'est peut-être économiquement, ça chute en ce moment, là. C'est peut-être pour ça que ça travaille. Ben, tant mieux. Puis le 500, le 500 livres que tu parlais tantôt, ou millions, ou je sais pas trop quoi, par rapport à dîner, c'est extraordinaire, là. Ça, pas pour l'époque. Écoute, ça coûtait 5 cents du beurre, là. Fait que, c'est un gros héritage. Puis tu vois, quand je regarde, il est heureux de tout ça, puis il était content aussi de le faire fructifier. Il y a beaucoup de sa famille qui l'ont su, etc. Fait que si tu prends David Copperfield puis Houdini, là, Houdini était plus heureux. Sérieusement, il avait vraiment réussi, probablement à cause des liens de sa fratrie, si proche, si tissé, qui a fait en sorte que son expérience a été plus extraordinaire. Mais si je regarde l'énergie d'Houdini, puis je la mets un peu à côté de Babe Ruth, il y a des grandes corrélations énergétiques avec le courant orangé, tantôt je parlais, il y a un autre courant jaune. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Puis aujourd'hui, là, parce que tu as parlé de 5 pieds 7 tantôt, mais aujourd'hui, il est dans un quart de 5 pieds 8. Il a gagné un pouce. Cela dit, au niveau de la prochaine marche, tu sais, dans sa prochaine incarnation, ce qui me montre, c'est qu'il y a bien des chances qu'il soit femme, une femme à l'âme rose, et ensuite, il reviendrait en homme, à un homme avec des super pouvoirs. Là, il va être comme dans une énergie verte, puis il va revenir nous éblouir. Fait que c'est comme s'il a décidé de prendre deux pauses. Une pause d'incarnation de deux incarnations, ça va être plus tranquille. Puis là, à la troisième qui va suivre dans son futur, là, il va nous éblouir, il va revenir avec quelque chose. Est-ce que ça va être avec l'art du spectacle? Je sais pas, OK? Mais ça va nous rejoindre. Fait que là, il y a deux incarnations, c'est plus tranquille. Ils vont être plus effacés, une petite vie plus normale. Mais ensuite, ça va revenir plus fort, plus ouvert, là, avec à rejoindre le monde, à toucher plus de monde avec un plus grand public. Fait que c'est ça qui en est pour son futur. C'est le fun de voir dans ses prochaines vies, là. Intéressant. Dès qu'il était né en Hongrie, finalement, c'est à 4 ans qu'il a déménagé avec sa famille aux États-Unis. Puis, c'était pas évident financièrement. Son père était rabbin initialement d'une communauté. Finalement, il a perdu sa charge. Ils ont dû habiter dans une pension de famille aussi pour arriver. Il y a un autre aspect, OK, parce que ce que j'ai vu dans ses mémoires, si on peut dire, le père qui l'a eu avant le rabbin avait un problème d'alcool. Donc, c'est comme s'il a trouvé l'antidote, OK, de sa vie avant d'Odini, où son père avait un gros problème d'alcool. Là, il a comme combiné dans l'incarnation d'Odini une trêve de tout ça en ayant comme choisi un père sacré, entre guillemets. Fait que oui, ça amène des complications et tout ça, mais au moins, c'était plus sobre. D'où le pourquoi ils ont peut-être réussi à avoir une meilleure cohésion familiale. Fait que ça, c'est quelque chose qui a placé intelligemment dans son plan. Puis si je regarde aujourd'hui aussi, OK, je fais le parallèle, c'est pas un buveux. Il est quand même, il a une personnalité plutôt sobre. Fait que il boit du vin, ça lui monte à la tête, il est pas bien. Fait que c'est pas une personne qui boit beaucoup. Aujourd'hui encore. Étant jeune, j'imagine probablement pour aider la famille financièrement, il y a eu des emplois quand même très jeunes. Il était vendeur de cravates, messager, apprenti serrurier, puis il était même champion de course de fond. Apprenti serrurier a été très important dans son tournant de carrière, si on peut dire. Il a réussi à reconnaître ses habiletés et ses agilités à pouvoir ouvrir des serrures comme les gens n'arrivaient pas à le faire. Fait que je sais pas s'il s'ennuyait, il n'y avait pas beaucoup de clients ou je sais pas trop quoi, mais il a commencé à s'intéresser à l'ingénierie des serrures puis aux mécaniques puis arriver fait que, à prendre le volet intelligemment puis ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu de l'aide. Fait que c'est comme s'il était tellement bien, souriant, intelligent et intéressé que les gens l'aimaient facilement, puis lui transmettaient des trucs. Puis là, lui, il prenait ça, puis il les amenait sur un autre niveau ailleurs, puis il l'amenait comme à travailler beaucoup avec l'énergie mauve, c'est ce que je viens de voir.
Fait que, il a réussi à passer quelque chose parce que dans l'énergie orangée de son âme à la base, c'est vraiment la transformation des énergies matières qui lui a porté. Et c'est par l'écoute qui est arrivé justement à comprendre les choses. Donc, il y a beaucoup d'intelligence sensitive, sensorielle, intuitive, où il accueillait ce qui en est, puis là, ça cheminait. Fait qu'il passait par l'énergie féminine et ensuite, il passait dans l'énergie masculine pour arriver au résultat. Alors, on voit qu'il y a une intelligence supérieure qui s'amenait à des pistes de réflexion que les gens n'arrivaient pas, du pourquoi qui fascinait les gens, puis du pourquoi que les gens essayaient de l'aider au mieux qu'ils pouvaient. Mais c'est le genre de personne qui aurait été très heureuse d'avoir accès à l'instruction qu'on avait aujourd'hui parce que c'était une forme d'autodidacte prononcée qu'il avait, ce monsieur Houdini. Dès un jeune âge, à 9 ans, il était trapéziste, puis il se surnommait lui-même le prince des airs. Puis c'est un peu par la suite qu'il est devenu magicien professionnel, puis il a changé son nom à Houdini. Moi, je suis très contente que tu aies parlé du trapéziste professionnel parce que c'est à cause de ça que s'il était heureux dans son 5 pieds 6. Ça là, t'as marqué le point. Fait que son 5 pieds 6 lui a permis de ça, qu'il l'a amené et conduit à pouvoir révolutionner puis modifier son art de la scène. Fait que c'était vraiment une grandeur parfaite pour lui. Sa première, bon, on pourrait dire, son tremplin à la notoriété, ça a été de lancer un défi à la police, de l'enfermer dans une cellule, puis de pouvoir se libérer assez rapidement. C'est un beau défi. Benoît, je suis obligée de revenir sur le trapéziste parce que j'ai vu aussi que c'est 300 ans avant Houdini, OK? Une incarnation où c'est un gérant de cirque. Puis il était très habile aussi. Donc, il y avait un éléphant dans son cirque. C'était drôle. Et puis, il y avait des trapézistes, des funambules, etc. Donc, il a commencé jeune parce que au début, le cirque était ses parents. Puis c'est lui qui a pris la relève du cirque. Puis très, très jeune, c'était pas juste au niveau du trapézisme, mais je le vois acrobate, puis il fait des spectacles où il est en split dans les airs, etc. Fait qu'il avait déjà cultivé son don du cirque avant. Fait que, excuse-moi de la parenthèse que j'ai faite, là. Non, pas de problème. Euh, côté famille, il y a eu une femme, mais pas d'enfant. Lui, son cœur était fermé à triple tour, OK? Puis il mettait son temps sur son art, puis sur ce qu'il a réalisé. Fait que il y avait beaucoup de femmes qui le voulaient, il a donné la chance à une, puis c'est une personne qui a été fidèle. C'est pas pourquoi? Parce que son énergie était concentrée sur sa mission, sur ce qu'il avait à faire. Fait que d'avoir les enfants, de diluer son énergie et tout ça, c'était compliqué. Et puis je pense même, je vais le pousser plus loin, qu'il l'avait mis dans sa biologie parce que je vois qu'il y a une infertilité. Fait que s'il n'y a pas eu d'enfant, oui, parce qu'il a concentré, mais c'est parce que biologiquement, je crois qu'il y avait un déséquilibre qui n'a pas pu l'amener à la fertilité. Ça a dérangé sa conjointe en passant, mais pas suffisamment là pour provoquer elle aurait aimé avoir des enfants, mais tu sais, quand ça arrive pas, ça arrive pas, tu sais, mais tu sais pas nécessairement pourquoi non plus dans cette époque-là. Fait que son choix était concentré vraiment sur sa mission. Fait que c'est comme si sa vie tournait autour de son art, de sa magie, puis sa femme a rentré dans les plans derrière, mais ça n'a pas été une priorité amoureuse. En tout cas, quand tu regardes son chakra du cœur, j'ai comme l'impression qu'il se reprend dans cette incarnation-ci avec sa femme puis ses enfants-là. OK, parfait. Ben, il a enlevé Euh, la carrière, tu comprends? Il a enlevé son ouais, numéro un. OK, je comprends. Donc, il y a plus de temps à lui dédier, dans le fond. C'est ça. D'accord. Sa mort est un peu curieuse parce qu'il faisait, dans ses performances, souvent, il avait l'habitude de dire à des gens, ah, vous pouvez me frapper, je serai pas affecté, tout ça. Puis à un moment donné, un peu hors contexte, pas dans une performance, il y a quelqu'un qui a demandé s'il était capable d'endurer des coups, puis Houdini a dit oui, mais il s'attendait pas à ce que l'autre lui saute dessus, puis le frappe abondamment. Puis finalement, il y a eu
plusieurs problèmes suite des douleurs, etc. Apparemment, il y a eu une rupture de l'appendicite qui aurait effectivement causé sa mort quelques jours plus tard, là. Moi, ce que j'ai vu pendant que tu parlais, là, ça a été un étranglement. C'est comme s'il a été étranglé. Puis c'est ça qui probablement a créé des complications là-dessus. Fait que tu me parlais de coups d'appendice et tout ça, mais je reste qu'il y a quelque chose qui l'a étranglé. C'est-tu un manque d'air? C'est-tu un étouffement? C'est-tu, je sais pas. Ben, il y a quelque chose qui a été provoqué par l'étranglement. Il a peut-être été étranglé pendant qu'il mangeait les coups, je sais pas, mais c'est quelque chose qui a contribué à sa porte de sortie. D'accord. Euh, Deuxième trame, ben, en fait, la première trame, c'était où il s'échappait une camisole de force, puis un autre, il s'échappe d'une boîte lorsqu'il est enchaîné. Donc, voilà pour les extraits. Comme, comme croyance, ben, on a dit qu'il était juif, donc il était quand même croyant à un certain point. Mais une chose intéressante, c'est qu'il avait promis à sa femme que une fois que l'un des deux allait décéder, il, il voulait que l'autre puisse communiquer avec le survivant si c'était possible. Ah oui? Ils ont-tu réussi à trouver un moyen? Bonne, bonne question. Bon, ben, attends un peu, j'ai regardé par rapport à l'âme de sa femme. Sa femme, elle avait un courant jaune, orangé, un tourbillon, puis c'est une grande artiste. Une grande artiste probablement qui a été sous réserve, c'est-à-dire l'expression de la femme probablement limitée dans ces cultures-là a fait en sorte qu'elle a dû être une artiste en secret. Et c'est par le biais de l'art, je vois entre autres qu'elle dansait un petit peu, elle dansait cachée. Donc, c'est l'expression artistique de sa femme qui a fait en sorte qu'il y a eu un très grand ressenti. Puis dans ce très grand ressenti-là, quand j'ai demandé si ça marchait, ça coupait. Fait qu'il y avait comme une nostalgie véritable, beaucoup d'amour, un osmose du cœur. L'âme était quand même prêt, mais pas suffisamment pour être capable de le canaliser puis d'arriver à ça. Je sais qu'à un moment donné, ils ont fait affaire à quelqu'un de l'extérieur, mais c'était pas un beau canal de lumière, puis ils n'ont pas réussi à bien communiquer. Fait que ça a été une belle promesse, mais qui ont eu plutôt un retour lors du changement de forme du corps matière. Fait que ça n'a pas vraiment bien communiqué ou échangé. Mais ce que je peux voir, c'est que il y avait juste l'effet de la présence, il y avait un échange de lumière au niveau du cœur, comme si le cœur augmentait un petit peu plus. Mais je vois pas que ça marchait au niveau de leur communication. Non. OK. Ben, en fait, il avait essayé de communiquer avec l'esprit de sa mère qui était décédée précédemment, puis il n'était pas arrivé. Puis plus tard, il a dit, malgré que j'ai pas eu la preuve, je crois fermement que on revient sous une autre forme humaine pour poursuivre notre tâche dans une autre vie et peut-être plusieurs vies, jusqu'à ce qu'un destin ait trouvé son aboutissement. Ouais, il y avait déjà un beau niveau de conscience pour l'époque, c'est génial. Puis tu vois, c'est facile de le voir dans ses énergies, c'est tracé. On est capable de voir avant, après, dans 3 prochaines incarnations. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien acquis, qui s'est bien installé et ouvert dans ses énergies. Ça s'apparaît, on est capable de le voir. Parfait. Puis, autre chose intéressante, bon, on avait parlé de Walt Disney tout à l'heure, mais apparemment, l'année prochaine, il est supposé avoir un film sur la chaîne Disney sur la vie d'Houdini. Ah, intéressant. Très cool. Puis, il n'y a pas beaucoup de célébrités qu'on a vues qui étaient vivantes à l'époque de Houdini. Tu as parlé de Babe Ruth, mais il aurait rencontré Charlie Chaplin à un certain moment donné en 1915. Il devait être jeune, Charlie, à ce moment-là. Quand Eh, même. intéressant. Très intéressant.
Bon, Puis, attends un peu, j'ai capté, j'ai demandé à Charlie Chaplin, je sais pas, je l'ai poigné sur il était proche, là, puis je l'ai envoyé par télépathie, puis j'ai demandé, je dis, c'est quoi ta connexion avec Houdini? Puis il m'a répondu, fascinant. Puis il a montré une force de mêler les énergies, de porter l'attention sur quelque chose, puis de bouger à l'extérieur. Fait qu'il a comme amené une dimension de où est-ce que tu mets ton attention, puis où est-ce que l'effet du résultat se provoque, puis il l'a utilisé un petit peu dans son œuvre. Fait que oui, ce que je peux dire, c'est que Charlie Chaplin a modifié sa façon de voir à travers ce qu'il a amené par la suite, par une influence d'Houdini. Je valide, c'est confirmé. parfait. Donc, il a quand même joué dans quelques films, puis euh, il a quand même écrit plusieurs livres aussi. Donc, j'imagine en quelque sorte, c'était un leg de ses tours de magie. Oui, 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 il y a un héritage là-dedans, c'est certain. Il a été président. euh, En fait, est-ce que c'est bon? Je me questionne un petit peu pas lui. Euh, C'était pas mal. En fait, apparemment, Houdini, il avait une collection de près de 4000 livres, lettres et documents de ses tours de magie. Puis c'est notamment ça, je crois, que Copperfield a pu s'approprier par la suite. C'est une belle bibliothèque, ça. Ça, tu vois que son intelligence à Houdini lui a servi beaucoup. Puis tant mieux si ça lui a permis de l'amener en ligne, puis de modifier l'approche aussi de la magie, puis de l'illusion. C'est génial. Mais je veux juste te dire que dans le cas d'Houdini, il arrivait à aller contacter certaines parties dans sa psyché, puis il y avait une force. Il était mieux canalisé, mieux centré. Il était capable d'aller chercher plus de super pouvoir dans sa psyché pour l'amener un petit peu plus matière. Tandis que chez Copperfield, c'est compartimenté, puis au niveau de sa psyché, ça peut être une force, mais c'est une force qui est comme cachée par du noir. Fait que, il y avait plus accès à de la sagesse, à de la conscience, à de la lumière au dîner. Tu vois qu'il y a un passage mieux canalisé dans ses énergies. C'était plus facile pour lui de d'utiliser ses perceptions pour aller voir plus loin. Il y a comme quelque chose qui est plus ouvert et qui était plus facile justement à cause de ses aptitudes qu'il puisait dans son psyché. Il y a chose intéressante, je disais tantôt président, effectivement, il était président de la Société des magiciens américains, puis il était aussi un franc-maçon. C'est vrai? Mhm. Mhm. Puis, dernier détail curieux mais intéressant à la fois, il était passionné pour l'aviation, puis apparemment, ça a été le premier aviateur à faire un vol motorisé en Australie. Bon, là, je te remercie. Là, je te remercie parce que tu viens d'amener quelque chose. Tu sais, tantôt, je te disais qu'il y avait un travail en manufacture, en usine, quelque chose, mais j'avais pas vu le détail. Là, quand tu as parlé justement au niveau de l'aviation, paf, ça s'est ouvert. Alors oui, il est en aéronautique, en tout cas en aérospatial, je sais pas comment tu appelles ça, de l'aviation, mais il est dans ce domaine-là présentement, puis il y a les mains, fait que il est pas juste un ouvrier qui place une vis dans un avion, il y a le côté ingénierie et conception. C'est comme s'il touche à l'avion sous toutes ses formes. Puis à l'avion, avec l'intérêt pour l'aérospatiale qu'il cultive aussi. Fait que j'ai vu, c'est son Neptune qui a mis une belle lumière là-dessus. Fait qu'en ce moment même, son incarnation, il le fait pas at large pour le grand public en général, mais il va vraiment pour façonner dans son cœur cette partie-là au niveau de l'aviation puis de l'aéronautique et de la conquête spatiale. Il y a de l'intérêt là-dessus aussi. Fait que voilà, je te remercie. Tu vois la cohérence des choix de l'angle d'Odini ici, là. Fait que c'est vraiment une personne qui est intègre, puis qui s'assume bien, puis qui a un beau plan, tu sais, bien établi, bien à l'avance aussi. Fait que moi, je suis fascinée, je suis contente de voir à quel point que c'est une
c'est une belle âme. C'est une belle âme qui amène beaucoup à la contribution de l'humain. Fait qu'on est capable de le voir par sa magie d'Houdini, mais on est capable de le voir aussi avec ses choix d'avancement en aérospatiale. Fait que je te remercie beaucoup de m'avoir porté de l'information. Tu vois, ça a permis de préciser ce qu'il faisait maintenant dans son usine. Ben, en fait, si on met tout ça ensemble, le fait qu'il aimait l'aviation, de s'envoler, un peu de liberté, faire des tours pour se libérer, c'est comme s'il y avait un thème de libération aussi à travers cette vie-là. Oui, 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 tout à fait. Je suis bien d'accord. Puis tu vois, il continue à le contribuer, la liberté. Là, ça doit être moins dur. Ça doit être plus dur parce qu'il n'y a peut-être pas les revenus qu'il y avait en tant qu'Audini. Là, c'est quand tu travailles ouais, salarié, entre guillemets, même si tu as un bon poste. Bon, je m'occupe pas de ses finances maintenant, mais ce que je peux te dire, c'est que ça l'a stimulé, puis tu le vois, c'est ouvert. C'est même un très beau lien qu'il y a au niveau de son quatrième œil. Fait que, non, c'est cohérent. OK, super. Ben, moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Houdini. Moi, je le remercie parce que je suis fascinée de voir à quel point c'était une belle âme, puis que c'est intègre. Puis, en tout cas, je l'aime bien. J'ai appris à bien l'aimer. Puis, c'est ça, c'est un petit peu une énergie proche de Babe Ruth aussi. Fait que, mais c'est ça, on va lui souhaiter bonne chance, puis un bon retour aussi. Puis, je suis bien contente d'avoir eu accès à son plan. Je trouve qu'il est très généreux et bon de nous exposer tout ça aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai posé une question vite, vite, comme ça, avant de partir, puis il est au courant du progrès de ce qui se passe au niveau de la magie, OK? Il consomme des spectacles de magie. Il est allé voir où est-ce que c'est rendu maintenant. Fait qu'il n'est pas 100% fermé à sa dernière incarnation. Je te dirais qu'il se tient au courant. Il se tient au courant, peut-être pas de l'assumer pleinement avec des tours de magie. Il doit faire une tour de pièces de magie à ses enfants, tu sais, rendu là c'est pas là que ça se joue, mais il garde quand même l'ouverture et l'intérêt et qu'il cultive par rapport à ce domaine-là. Maintenant, je crois pas qu'ils vont s'en servir dans cette vie-ci au-delà de faire, je sais pas, un tour à ses enfants ou à ses petits-enfants, mais il va poursuivre là-dessus parce que quand il va faire un retour public, dans sa troisième incarnation, finalement, ou deuxième incarnation, homme, fille, non, c'est dans sa troisième incarnation. Fait que, est-ce qu'il va leur prendre la magie? Je sais pas, mais en tout cas, il va être à jour parce qu'il continue de se tenir au courant puis de rester informé de ce qui se passe. Alors, en tout cas, c'est très prometteur. Super. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle émission de magie. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, on a hâte de poursuivre les prochaines émissions. Merci beaucoup à vous tous. Salutations, soyez bénis, namasté, et merci beaucoup, Benoît, pour encore ta préparation de cette excellente émission. Merci beaucoup. Puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au plaisir!